19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Cash sur table. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui touche au cœur même du fonctionnement de notre capitale, le blocage politique à Bruxelles. Des institutions empilées, des nouveaux pouvoirs fragmentés, des majorités introuvables ou paralysées. Le constat est devenu récurrent. Bruxelles semble incapable de décider. Alors tout cela, bien évidemment, a des conséquences concrètes sur le logement, la mobilité, l'économie, l'emploi et même sur le quotidien de nos citoyennes et de nos citoyens. Et pour nous en parler ce soir, plusieurs personnes autour de cette table. Honneur aux dames, tout d'abord. Céline Nieuwenhuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Vous représentez un large réseau d'acteurs de terrain. Vous êtes confronté chaque jour aux urgences humaines, aux fractures sociales, mais aussi aux lenteurs administratives et au manque de lisibilité politique. On en parlera tout à l'heure. Avec nous également Gaëtan van Gotsenhoven, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député bruxellois, sénateur et chef du groupe MR au Sénat. Vous êtes porte-parole plutôt d'un libéralisme assumé. Vous défendez une gouvernance plus efficace, un État simplifié et aussi une Bruxelles plus attractive pour les entreprises et les investisseurs. Également avec nous, Marc-Jean Guissels, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PS au Parlement de la région de Bruxelles. Vous incarnez une sensibilité plutôt social-démocrate, attachée au rôle protecteur de l'État, mais confrontée aussi aujourd'hui à la nécessité de réformer pas mal de choses. Également autour de cette table, Oumar Diallo, échevin PTB à Molenbeek. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la jeunesse, de la cohésion sociale et de la participation. Et vous êtes un petit peu le porte-voix des quartiers populaires. Et vous alertez régulièrement sur l'urgence sociale et les inégalités territoriales. Et enfin, Olivier Bonny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du programme de la cohésion sociale à Molenbeek. Je vous dirais, vous êtes un homme de première ligne finalement à Molenbeek. Alors, peut-être avant d'entrer dans le détail, dans les volets économiques, institutionnels et sociaux, une question ouverte à tous, d'après vous. Quelles sont aujourd'hui, disons, les conséquences les plus graves et les plus visibles du blocage institutionnel? Je commence avec vous, madame. Alors, pour nous, les conséquences, c'est que non seulement le terrain social est en train de s'affaiblir dans un moment historique de l'histoire de Bruxelles. On va avoir toute une série de personnes qui vont être en grande difficulté suite à des décisions du fédéral de limitation des allocations de chômage. Donc on a parallèlement une crise sociale qui est là à nos portes et une crise aussi de manière générale au niveau de la toxicomanie, au niveau de la santé des Bruxellois. Donc il y a des enjeux sociaux et de santé qui sont majeurs. Et à ce moment-là de l'histoire de Bruxelles, il n'y a personne pour construire une vision. Or, on n'en a jamais eu autant besoin. Et donc, on voit sur le terrain qu'on est en train de perdre des troupes, là où on devrait en fait absolument en gagner pour préparer le terrain et pour pouvoir anticiper toutes ces personnes qui vont se retrouver à la recherche d'un emploi, qu'on va devoir accompagner, soutenir, etc. Marc-Jean Guissels, une réaction? Oui, je partage ce constat, d'autant plus que pour le milieu associatif, travailler sur des 12e provisoires, on le voit chaque fois, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas se projeter, notamment en termes des engagements, sur un long terme suffisant. Et donc c'est aussi très difficile pour les communes qui n'ont pas le retour qu'elles souhaiteraient vis-à-vis de la tutelle. Or, les communes sont aussi impliquées dans le travail de terrain, dans le travail de quartier. Et donc c'est encore une fois par cette situation les plus précaires et les plus faibles qui sont les plus impactés. Votre sentiment, Oumar Diallo? Je tiens aussi à préciser que j'ai la tutelle sur le CDS à Molenbeek, donc du coup le blocage ou les mesures prises vont avoir des conséquences inqualifiables où dans les communes on n'est pas du tout préparé, que ce soit aujourd'hui pour rejoindre les avis donnés avant moi, c'est qu'au niveau associatif, il y a plein d'associations aujourd'hui qui ne savent pas quel serait l'avenir pour eux après décembre 2002, même si du fait qu'il n'y a pas de gouvernement bruxellois, on est bloqué et personne ne peut s'engager à proposer des initiatives au niveau et de l'autre côté, c'est l'insécurité. Vivre dans une précarité dans son travail, parce qu'on ne sait, il y a plein de travailleurs aujourd'hui dans le monde associatif, mais aussi dans les services publics, qui ne savent pas comment ça va se passer. Et donc, par rapport à ça, je ne peux que rejoindre un peu les constats avancés tantôt. Alors, une tour de table aussi avec M. Gaëtan van Gotsenhoven. La situation est évidemment grave. Il ne faut pas perdre de vue que depuis 2016, la dette a triplé à Bruxelles. Alors ça peut paraître un chiffre
peu concret, mais ça veut dire qu'en 2016, nous avions une dette de 4,6 milliards pour aboutir en 24 à 15,6 milliards. Et donc, le risque, évidemment, c'est l'emballement de la dette, c'est la dégradation de notre note, etc. C'est-à-dire faire en sorte que la situation budgétaire va évidemment devenir de plus en plus compliquée, puisque emprunter de l'argent va devenir de plus en plus cher. Et donc, il faut évidemment mettre un terme à cela. Qui plus est, nous l'avons vu, les chiffres ne sont pas bons du point de vue de l'effacement de la classe moyenne, qui finance par ses impôts évidemment le fonctionnement de notre région, de nos communes. Il y a une dégradation, faut-il le dire, de l'attractivité, de la confiance que nous pouvons inspirer chez celles et ceux qui veulent investir, construire, habiter notre région. Donc voilà, les signaux sont nombreux au rouge et il est évidemment urgent de redonner une perspective à Bruxelles, mais aussi à ses habitants. Justement, le constat est là. Le MR se veut le parti de l'entreprise. Justement, Gaëtan van Gutsenhoven, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour remettre justement Bruxelles sur les rails économiquement et être plus attractif? Il faut tout simplement, c'est presque grotesque de dire simple, puisque c'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle, c'est éviter que la dette nous échappe complètement. On le sait ce qu'il en est lorsque on est écrasé par une dette qu'on ne parvient que difficilement à payer. Donc aujourd'hui, il faut éviter évidemment l'aggravation de la situation. Et donc par rapport à cela, il faut pouvoir avoir une orientation budgétaire, économique, qui permette d'offrir une perspective à celles et ceux qui veulent vivre et investir dans cette région, mais aussi pour nous-mêmes. C'est très important évidemment de pouvoir offrir donc une perspective d'avenir à ce qui n'est pas simplement une ville, mais qui est aussi la capitale de notre pays, la capitale de l'Europe. Il est vraiment urgent de pouvoir agir et de pouvoir aussi entendre les appels. On a parlé du monde associatif, mais le monde économique a aussi envoyé des signaux d'alarme, tout simplement pour que Bruxelles redevienne ce qu'elle a et ce qu'elle a été, ce qu'elle a motif de vouloir être, c'est-à-dire une région à part entière. Aujourd'hui, Bruxelles est l'enfant malade du pays et donc elle n'a pas le droit de poursuivre dans cette situation qui est, de mon point de vue, tout à fait et historiquement dramatique. Marc Jean Guizels, les entrepreneurs dénoncent une lourdeur administrative qui freine l'initiative. Certains disent que le PS, disons, formulé autrement, est-ce que le PS reconnaît une part de responsabilité dans cette inertie? Mais c'est vrai qu'il y a une lourdeur administrative, mais qui est malheureusement pas propre à la région bruxelloise. Et à chaque gouvernement, on vient avec des projets de réforme pour la simplification. Force est de se constater que chaque fois qu'on modifie quelque chose, on complexifie encore les choses. Parce qu'entre-temps, il y a des normes européennes qui tombent, il y a d'autres exigences. J'ai été échevin de l'urbanisme pendant de nombreuses années, je pense que mon collègue M. Van Gutsenhoven également. Il y a eu multitude de réformes en matière d'urbanisme. Chaque fois en disant on va simplifier les choses. Chaque fois au niveau des communes comme au niveau de la région, ça a complexifié les choses. Donc je crois que là, il y a vraiment un travail à faire. Sur la difficulté des entrepreneurs, parce que vous avez présenté que le MR est le défenseur des entreprises, le PS s'intéresse évidemment très fort, notamment aux PME. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une véritable problématique par rapport à des entrepreneurs qui nous disent mais la suppression, par exemple, des primes Révolution, l'inquiétude sur ces primes fait que notre carnet de commandes diminue. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on doit être très attentif. Donc, sur le constat de M. Van Gutsenhoven en disant qu'il est urgent de former un gouvernement, là, on se rejoint totalement. Après, sur les responsabilités qui font les blocages, là, à mon avis, on aura quelques divergences de vues. Un avis, Cécile Nieuwenhuis? En fait, ce qui moi, m'impressionne dans cette situation, c'est que... De notre point de vue, il faut évidemment partir des besoins des Bruxellois. Il y a une urgence pour les Bruxellois, une urgence en termes sociaux, en termes de sécurité dans les quartiers, en termes de toxicomanie, en termes d'accès au logement, etc. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les politiques semblent être accaparés par des enjeux tout à fait politiciens, en fait. Des enjeux, le blocage n'est pas dû à un désaccord sur le fond, sur une vision, on n'en est pas là. Les associations de terrain, c'est aussi un maillon de la démocratie. Et donc, on voit bien que la démocratie institutionnelle est en panne à Bruxelles. On le voyait arriver, maintenant, ça, c'est évident.
mais ça ne peut pas ruisseler sur tous les autres niveaux de démocratie. Et les associations de quartier, la cohésion sociale, qui sont dans les rues, les travailleurs dans les maisons de jeunes, etc., c'est ce premier petit kilomètre de la démocratie qui doit encore plus qu'avant être absolument solide, vu qu'au-dessus, ça déraille. Et je sais toute la complexité dans laquelle sont les politiciens aujourd'hui, et je ne suis pas à la manœuvre, donc je ne dis pas... je ne porte pas un jugement en disant comment ça se fait, etc. Je dis juste, parce que de votre côté, vous êtes occupé à autre chose, comment est-ce qu'on peut faire pour nous laisser être occupés à ce à quoi on doit absolument être occupé. Et je me demande... Aujourd'hui, on a dans les associations des personnes qui sont en train de perdre des contrats, de perdre des salaires. Donc nous, on se rend très très bien compte de ce qui se passe. La classe politique, aujourd'hui, dans les parlements, dans les partis, si je peux me permettre, n'est pas affectée dans son portefeuille. Je me demande à un moment donné s'il n'y a pas un ultimatum à mettre en disant, écoutez, s'il n'y a pas de solution, de réponse, nous recevons des ultimatums parce qu'en fait... S'il n'y a pas de gouvernement à Bruxelles, on est en train de perdre des travailleurs. On le sent, l'insécurité d'emploi est là. Et je vous assure qu'engager des gens pour travailler avec des toxicomanes dans le quartier nord, c'est déjà pas facile. Mais alors avec des contrats précaires et des 12e provisoires, j'aimerais bien voir les décideurs à notre place. C'est déjà très difficile dans les CPS, on a parlé. C'est très difficile d'engager dans les CPS. C'est très difficile d'engager dans le social. Les assistants sociaux, c'est un métier en pénurie. Et on fragilise tout ça. Il y a des endroits où on peut récupérer de l'argent. Et là, je pense que tout le monde le sait. Il y a des endroits, mais il faut pouvoir se mettre au travail. Et peut-être que des acteurs intermédiaires peuvent aider le gouvernement, je ne sais pas. Mais il faut regarder les lignes budgétaires et dire, mais tiens, peut-être que arrêter ceci ne va pas impacter les Bruxellois. Peut-être que ralentir, je ne sais pas moi, les bureaux de consultance pour les administrations, la ligne consultant ou la ligne numérisation des services publics, peut-être que ça ne va pas affecter trop les quartiers. Et donc, commencer un vrai travail de fond là-dessus. Alors, je me tourne vers vous, Olivier Bonny. Je rappelle que vous êtes coordinateur du programme de la cohésion sociale Molenbeek. Justement, comment ressentez-vous ces conséquences du blocage politique à Bruxelles sur votre travail ? Donc effectivement, en tout cas Molenbeek, c'est entre 25 et 30 associations. Le blocage, c'est la mise en place de la logique 12e provisoire qui ralentit les choses, qui fragilise la continuité du travail et qui pour certaines amène des préavis, j'oublie le terme exact, conservatoires. Certains commencent à faire du bénévolat alors qu'ils étaient salariés. Dans le programme de cohésion sociale même que je coordonne, décret COCOF, donc, on attend le démarrage de 4 agréments pour 4 associations qui ont obtenu cette reconnaissance en 2025. Ils ne reçoivent pas leur financement, ça les fragilise. C'est des moyens quand même assez conséquents sur lesquels ils comptaient pour renforcer leur action. Vous savez sans doute que la politique de la ville, politique bruxelloise, en tout cas là elle disparaît. On a 26 emplois, 26 équivalents temps plein qui disparaissent. Ça a un impact dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 structures communales, paracommunales. Des milliers d'habitants ne bénéficieront plus de services comme l'accès à des salles de sport, de l'accueil de la petite enfance, l'accès à la culture, ou par exemple une association, une maison de jeunes. On voit aussi l'effet systémique de ces problématiques. Une maison de jeunes va perdre le financement de travailleurs qui animent un parc qui est voisin de leur lieu, où il y a notamment du deal. Vous savez qu'il y a une problématique très sérieuse qui est présente partout à Bruxelles, pas qu'à Molenbeek, c'est le deal et des violences qui vont avec. Cette équipe cette maison de jeunes fait des activités dans ce parc. Ça risque de disparaître et donc augmentation du deal. C'est des exemples très concrets sur le terrain. Les retards dans les projets d'aménagement, de mobilité ou d'infrastructure sont légion. Les systèmes politiques chez nous, est-ce que c'est devenu un frein à la croissance, Monsieur Van Ganswenhoven? Est-ce qu'on peut débloquer cela sans, disons, une réforme institutionnelle profonde? On peut toujours améliorer les choses de façon superficielle, mais il faut évidemment aussi mettre d'une façon lucide la question de la complexité bruxelloise, et on a parlé de l'ajout de couches successives de réglementation, aussi d'organismes en tout genre.
certain nombre de collègues avaient compté le nombre d'entités publiques à Bruxelles, donc régions et communes en tout. On était à ce moment-là au-delà de 670 entités comprenant plus de 20 formes juridiques différentes, des ASBL en passant par les intercommunales, les OIP, etc. etc. Donc voilà, nous avons aussi un devoir de nous interroger sur l'efficacité du modèle bruxellois. C'est une obligation de bonne gouvernance. Alors nous devons évidemment sortir de ce blocage, nous devons aussi, au regard de la situation dans laquelle Bruxelles est, j'ai parlé effectivement la problématique de son endettement et des risques que tout cela peut provoquer, parce qu'on parle de financer des projets, mais si vous dépensez une grosse partie de vos ressources à payer les banques, c'est sûr que ce sont autant de projets que vous ne pouvez pas soutenir. Donc on doit, en effet, on ne peut pas faire l'économie de remettre en question le fonctionnement de Bruxelles, et vous l'avez dit, aussi nous interroger sur l'efficacité, parfois sur certains nombres de doublons qu'on maintient en dépit du bon sens, parfois depuis beaucoup trop longtemps. Alors juste encore, on a une petite minute avant la pub. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Guizels. Quelle décision politique, je dirais, tranchée aujourd'hui aurait un effet, disons, déclencheur pour notre économie, et qui devrait la prendre ? Je pense que si on veut vraiment un électrochoc, il faut former un gouvernement le plus rapidement possible. Mais si je fais l'analyse, Bruxelles a 35 ans d'existence. Ce qui me paraît anormal, c'est qu'une crise aussi grave n'arrive que maintenant. Parce que depuis l'origine, avec les statuts qu'on a donnés à Bruxelles, il y avait une volonté de certains manifestes d'arriver à un blocage. Pour mettre la main sur Bruxelles. Et c'est ça aussi aujourd'hui le débat qui revient, avec une volonté flamande de mettre Bruxelles dans l'escarcelle flamande. Et donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard, mais je crois que c'est ça aussi le nœud du problème aujourd'hui dans la négociation politique. Voilà, restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. 19h-20h, casse sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités, Cécile Nieuwenhuis, qui est secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, Monsieur Gaëtan van Gutsenhoven, député bruxellois, sénateur et chef du groupe MR au Sénat, Marc-Jean Guizels, député PS au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, Oumar Diallo, échevin PTP à Molenbeek, en charge de la jeunesse, de la cohésion sociale et de la participation. Et avec nous aussi Olivier Bonny, qui est coordinateur du programme de la cohésion sociale à Molenbeek. Rebonsoir messieurs, dames. On continue, si vous voulez bien, avec une autre question. On dit souvent que notre capitale est vraiment ingouvernable. Est-ce que c'est une caricature, une réalité ? Je me tourne vers vous, monsieur Van Gutsenhoven. Si vous avez, disons, je dirais une carte blanche, qu'est-ce que vous changeriez en premier ? Je vous avais, en quelque sorte, déjà en partie répondu préalablement. Il faut simplifier Bruxelles, enlever et alléger de toute une série de structures qui se sont sédimentées année après année, législature après législature. Il faut avoir donc des structures politiques repensées, plus souples, plus en adéquation avec les besoins de la modernité. On a parlé effectivement des difficultés institutionnelles et des blocages actuels en lien avec la Flandre. Bon, c'est pas d'hier. Il y a quelques années, mon collègue s'en souviendra, on a été à deux doigts de se trouver bloqué par le Vlaams-Belang. Donc, on aurait pu faire un certain nombre de choses. On peut s'étonner qu'aujourd'hui, on fait le constat de la complexité institutionnelle bruxelloise, alors que, voilà, on a laissé passer, en tout cas, le tir, et puis on s'est en quelque sorte habitué à la situation. Alors, on peut évidemment maudire autant qu'on voudra le poids des Flamands sur Bruxelles, mais aujourd'hui, si on veut réformer cette région, il faut aussi réinstaurer une certaine forme de confiance. Parce que c'est bien d'avoir les meilleures idées du monde, mais manifestement, elles ne conviennent jamais. Et donc, le plus urgent, c'est évidemment aussi de construire une confiance entre les différentes parties prenantes de cette région pour justement permettre des réformes qui sont aujourd'hui devenues absolument indispensables si on veut permettre à notre région capitale de redevenir cette force d'impulsion qu'elle a été pendant des décennies auparavant. Donc je ne pense pas qu'il y ait une fatalité, mais c'est vrai que le modèle bruxellois est aujourd'hui en crise profonde
Et cette crise sape évidemment la confiance à la fois des citoyens, mais aussi de toutes celles et ceux qui pourraient être des partenaires de notre développement. Marc Jean Guizels, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre parti défend encore et toujours le système actuel et ne s'ouvre pas vraiment franchement, et n'ouvre pas, je dirais, le débat sur des réformes institutionnelles? On ne défend pas le système actuel, on est pragmatique et on dit on doit faire avec, comme on va dire à Bruxelles. On est dans un système où il faut une double majorité au niveau francophone et une majorité au niveau flamand et au niveau francophone et une double majorité au niveau du PRB pour installer un gouvernement. Ce qu'on constate aujourd'hui, et ça c'est peut-être un fort changement par rapport aux fois précédentes, c'est qu'avant c'était les Bruxellois qui discutaient entre eux. Et il n'y avait pas d'interaction de l'extérieur de Bruxelles. Aujourd'hui, on constate un président wallon qui vient souvent se mêler des affaires bruxelloises sans connaître Bruxelles, qui déshabille un peu son chef de file, ce qui n'est pas tellement bon. On voit un Frédéric de Gucht, puisqu'on en parlait, que personne connaît ou commence à connaître, mais qui est en fait avant tout un candidat président à l'Open VLD et qui veut absolument avoir une position très flamande, en disant « je veux absolument la NVA », sur base de calcul pour sa campagne présidentielle, il nous met des bâtons dans les roues pour la formation d'un gouvernement à Bruxelles. Et ça, on n'avait jamais connu. Avant, les Bruxellois discutaient entre eux et on trouvait des bons accords. Aujourd'hui, ça c'est aussi une difficulté. Il y a la structure institutionnelle qui est extrêmement complexe, mais qui est aussi à l'image de la structure institutionnelle du pays, qui est très complexe. Et alors il y a aussi, moi je reviens toujours là-dessus, mais il faut que les auditeurs le sachent, un sous-financement de Bruxelles, parce qu'on nous dit toujours Bruxelles est mal gérée. Je prendrai qu'un seul exemple, parce que moi ça m'a marqué en commission des finances. Sur la main morte c'est quoi? C'est toute une série de bâtiments administratifs, des ambassades, les communautés européennes, sur lesquels la région ne touche pas de précompte immobilier. Or, c'est un impôt vraiment indispensable pour les communes et la région. Et l'État fédéral compense cette main morte. Chaque année, depuis 35 ans, l'État fédéral compense avec une économie sur le dos de Bruxelles de 60 millions. Faites le calcul, 60 millions sur 35 ans. On est déjà à près de 2 milliards qui nous ont été volés par l'État fédéral. Par rapport à notre déficit que M. Van Goetsenhoef mettait en avant, c'est déjà une belle partie déjà récompensée. Ça, c'est un exemple. Je pourrais vous donner l'exemple, puisqu'on parle beaucoup de la problématique des zones de police, au niveau du financement des zones de police. La norme KUL prévoyait un financement sur 900 000 habitants à Bruxelles. Aujourd'hui, on est 1,2 million. Cette norme, 25 ans plus tard, n'a pas été augmentée. Ça fait aussi des millions et des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions d'euros, que les Bruxellois perdent, alors qu'on assume au niveau fédéral une présence de la police dans toute une série d'événements en dehors de la région, dans des enquêtes judiciaires qui sont confiées à la PGF de Bruxelles alors qu'il manque des gens. Oui. Voilà, donc c'est ça aussi. Il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui jouent vraiment le jeu, alors qu'au niveau... je vois que quand Paris a un problème, toute la France se mobilise pour soutenir Paris. À Bruxelles, quand Bruxelles a un problème, beaucoup se mobilisent pour mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est un paysage politique assez différent là. Oui, d'accord, mais je pense que on ne peut pas vouloir profiter de l'image de la capitale comme certains veulent le faire et en même temps tout faire pour la détruire. Alors, je reviens sur les institutions, Oumar Diallo. Justement, est-ce que ce conservatisme institutionnel pèse un petit peu sur vos dynamiques de terrain? Je pense que déjà, il serait bien aussi de rajouter ce blocage aujourd'hui à Bruxelles. C'est un blocage presque voulu ou provoqué. Dès au départ, on a voulu effacer une partie aussi des priorités, de volonté, des choix des Bruxellois, qui, le MR est venu avec sa politique d'exclusivité, ignorant qu'il y a une grande partie aussi de la population qui ont voté autre chose. Ça, c'est une chose. Ils veulent aussi calquer le programme, le gouvernement, la volonté, l'orientation du gouvernement fédéral à Bruxelles. On impose une austérité qui n'est pas possible à Bruxelles. Demander de faire une économie de 1 milliard, plus d'1 milliard en 7 ans, c'est impossible aujourd'hui à Bruxelles. Ce n'est pas ça que Bruxelles a besoin. Donc, à un moment donné, je pense que ça a entraîné la politique d'exclusivité. Je ne veux pas aller avec tel, dès au départ qui a entraîné. Et de vouloir imposer un autre parti qui, même si j'entends la volonté derrière de tenir compte du vote néerlandophone,
mais on ne peut pas aussi imposer, en faire un veto pour dire si la NVA ne fait pas partie, je ne pourrai pas aller avec les autres. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses à notre niveau, ce qui ça provoque aujourd'hui, quand dans les communes, c'est qu'on individualise la précarité, les charges. Le gouvernement fédéral fait des transferts de compétences sans accompagner les communes. Et il demande aussi de faire avec le personnel qui est là, alors que Bruxelles a traversé plusieurs crises successives ces dernières années, qu'aujourd'hui, le personnel est essoufflé de pouvoir aussi accepter tout avec le même personnel. Ça, c'est le troisième des choses. Nous, on est aujourd'hui bloqués à tous les niveaux. On ne peut pas se projeter, parce que tant qu'il n'y a pas de gouvernement, nous ne pouvons pas, dans nos communes, faire face. On nous impose aujourd'hui la mesure arizonale de limitation du chômage à 2 ans sur les communes, sans aucune mesure d'accompagnement, sans même tenir compte des besoins des communes, de leurs préoccupations, de même les consulter de base. Et à chaque fois, ce sont des impositions. Il y a plein d'autres niveaux de compétences qui ont été transférés dans les communes sans avoir les accompagnements. C'est comme la société. C'est dans les communes, en fait, les décisions qui sont prises à d'autres niveaux de pouvoir ne sont pas ressenties par ces niveaux de pouvoir. Ça veut dire que quand on limite toutes les possibilités d'obtenir un séjour en Belgique, c'est qui finalement va devoir gérer les squats de sans-papiers avec des familles, avec des enfants, avec des personnes âgées? C'est les communes, en fait. Ouais. In fine, ça se vit, ça se perçoit, ça se sent au niveau des territoires. Même chose pour la limitation des allocations de chômage. Et donc, en fait, il y a un espèce un déchargement, parce qu'en fait, eux prennent des décisions qui signent comme ça. C'est comme les travailleurs sociaux. C'est qui va devoir dire encore à un sans-abri, écoutez, j'ai pas de place pour vous cette nuit, à une famille qui dort dehors? C'est les travailleurs sociaux qui doivent traduire ces décisions politiques à des personnes humaines qui se trouvent devant eux. Et ça essouffle. Ça essouffle de devoir dire non toute la journée. Ça essouffle de devoir dire, en fait, je n'ai pas de logement. En fait, on peut mettre toutes les associations qu'on veut. Là, aujourd'hui, à Bruxelles, si on ne limite pas les loyers, ça ne va pas être possible. C'est essoufflant pour les travailleurs sociaux et ça rend très, très difficile leur métier. Et donc, c'est vrai que cette dimension-là, on l'entend peu, d'empathie par rapport à ça. Moi, quand j'écoute beaucoup les politiciens, etc., ils ont l'air très occupés par eux-mêmes, très occupés entre eux, très occupés entre les partis, mais j'entends pas beaucoup de préoccupations pour tout ce qu'on a discuté ici, la toxicomanie, les jeunes dans les quartiers, etc. Une réaction, Olivier Bonny. Avec un immense paradoxe, qui est que de nombreuses politiques émanant des pouvoirs publics sont déléguées, donc les services sont délégués au secteur associatif, peu importe lequel, et ensuite ils doivent se débrouiller avec ça. Donc ensuite qu'il y ait cet affaiblissement du monde associatif, un sous-financement, avec en plus la situation actuelle à Bruxelles qui est dramatique, mais c'est quand même un peu contradictoire et paradoxal. On ne peut pas à la fois déléguer au secteur non marchand de prendre en charge une part importante de la population dans toutes les communes de Bruxelles, pas que dans les communes comme Molenbeek plus précaires, partout à Bruxelles, et en même temps se dire voilà, écoutez, il faut faire avec. Par exemple, un très bon exemple de la simplification, de l'efficacité, c'est la numérisation des services des administrations à la Fédération Wallonie-Bruxelles, un peu partout, la COCOF, tout passe online. Mais qui doit gérer les conséquences de ça, qu'on appelle nous la fracture numérique? Mais c'est les associations qui, en plus, pendant la pandémie, ont dû accueillir les Ukrainiens qui sont arrivés avec les autres et soutenir toutes les populations qui sont exclues du numérique. Mais c'est eux, donc c'est quand même très très lourd que ça passe par... Donc il y a une forme de facilitation, mais en fait là derrière c'est quand même un calcul de limitation des dépenses pour la Fédération de Bruxelles, la COCOF et toutes les institutions. En plus s'y ajoutent les banques, les assurances. Alors imaginez les personnes qui ont un smartphone, mais ils n'ont pas accès à ces choses-là, ils n'ont pas cette alphabétisation-là. Ça c'est une des missions en plus qui nous revient et que finalement les assos finissent par prendre en charge. Mais imaginez le stress, la précarisation que ça leur fait. Monsieur oui, parce que pas mal de choses ont été dites et puis certaines, comment pourrais-je dire, accusations. L'Arizona a été mis en place au mois de février de cette année-ci. Or, les problèmes de Bruxelles sont pas
On n'a pas né depuis quelques mois. On a parlé... Non, ils vont augmenter. Vous avez déjà augmenté les catastrophes en quelques mois. C'est ça votre bilan. Non, mais et vous allez seulement commencer à les bilan, augmenter. c'est d'avoir triplé la dette en l'espace de quelques années. Vous avez cramé la caisse. Vous avez cramé la caisse. Vous avez cramé la caisse. Et entre nous soit dit, quand on me fait le petit prêchi-prêcha, qu'on est insensible. J'habite un quartier populaire, moi. Mon fils qui a 8 ans, il vient d'en avoir 9. Il y a quelques mois, il m'a dit qu'il savait désormais faire la distinguo entre le bruit des pétards et celui des coups de feu. Voilà le genre de situation qu'on vit. Donc, c'est bon, quoi. Moi, je ne vis pas. Je ne vis pas. C'est quoi et l'exclusion, les 40 000 Bruxellois qui vont être exclus du chômage, qui vont se retrouver au CPS, avec l'impossibilité de les gérer. Ça va être quoi? Ça va être des délinquants en plus dans la rue, des gens qui seront au bout du bout. 20 ans de gouvernance, 20 ans d'échec. Je suis désolé. Demandez aux grandes surfaces s'ils veulent engager quelqu'un d'autre que les étudiants précaires. Voilà. Demandez aux grandes surfaces s'ils veulent donner des contrats. De toute façon, votre propos, c'est de ne rien faire. Continuons comme avant. On a ruiné Bruxelles. Mais c'est de tenir compte de la réalité sociale, monsieur Van Guatsonov. La réalité sociale. La réalité sociale, c'est qu'il faut essayer de remettre des gens à l'emploi. Bien sûr, en les accompagnant, mais pas en les excluant. Pas en les excluant, en les accompagnant. N'est plus la réalité dans aucun pays européen. Vous vivez en dehors des réalités et vous avez emmené avec vous la population bruxelloise dans le gouffre dans lequel nous voulons réformer. Et cette réforme est nécessaire, obligatoire, et nous n'aurons pas le choix de la faire, même si un certain nombre de choses nous coûtent aussi. Parce que dire non à quelqu'un, c'est pas nécessairement agréable. Mais à un moment donné, la situation bruxelloise, nous ne l'avons pas créée. Non. Et donc aujourd'hui, on vient nous dire que ce serait un gouvernement qui est en place depuis quelques mois, qui serait à la base de tous les défauts. Vous parliez effectivement des difficultés des interventions de certains. Vous savez, j'ai rencontré Charles Piquet, qui m'a dit tout son désespoir. Le fait est effectivement, ce qui bloque aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas la possibilité aussi d'avoir des interlocuteurs qui soient pragmatiques. Aujourd'hui, il y a cette volonté idéologique de toujours dire qu'il y a les bons et les mauvais. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Nous voulons construire un projet par rapport à Bruxelles. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le modèle qui s'est imposé sans nous pendant 20 ans, a globalement échoué. Et ça, je suis désolé de vous le dire, les chiffres en témoignent. Alors arrêtez de dire que tout serait la faute d'un gouvernement Arizona qui serait l'incarnation finalement de tous les naufrages. Ce n'est pas vrai, d'autant que la plupart des réformes qui sont en voie de mise en place ne sont même pas encore aujourd'hui en place. Et donc arrêtons ce procès qui me paraît fort peu adéquat si on veut apporter des réponses réelles, précises et concrètes pour les Bruxelles. Si vous voulez répondre à M. Katzenhoven, ce sera dans quelques instants pour voir un peu la plus grande part de responsabilité dans cette situation de blocage. Est-ce que c'est un problème de structure ou de culture politique? On y revient dans quelques instants. Wickman, le professionnel. 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Allez, on retrouve nos invités, peut-être avec une réponse rapide de M. Marc-Jean Guissels au propos de M. Très brièvement, pour ne pas entrer dans la polémique, parce que sinon ça va surenchérir, je note quand même que depuis plus de 20 ans, c'est un ministre libéral qui est aux finances à Bruxelles, voilà, et que si M. Van Guatsonhoven et moi ne sommes pas d'accord sur les manières de gérer cette ville et de prendre en compte en tout cas la précarité et l'évolution. L'évolution, c'est pas uniquement Bruxelles qui l'a décidé. La population qui a monté de 900 000 à 1,2 million, il faut en tenir compte, il faut l'accueillir, il faut adapter les structures. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut rapidement se mettre autour de la table, que chacun vienne avec ses propositions budgétaires, qu'on fasse des cotes mal taillées, mais qu'on avance et qu'on forme un gouvernement. Je pense que le MR a fait un grand pas. Il semble s'être descotché au niveau de Bruxelles de la NVA, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faudrait qu'il parvienne à convaincre son partenaire VLD que les élections du VLD, ça ne nous intéresse pas tellement en tant que Bruxellois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le confort de nos habitants et qu'au plus vite, on constitue un gouvernement, au plus vite, on peut partir pour soutenir tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises, quelle que soit leur origine et leur tendance. Alors, on va revenir aux problèmes de terrain, notamment à Molenbeek, que 26 postes de travailleurs sociaux sont menacés. Omar Diallo, est-ce que c'est assez révélateur, disons, je dirais,
l'abandon progressif du tissu social local, et qu'est-ce que vous répondez aux citoyens touchés, puisque vous êtes déjà, ce n'est pas ça, c'est le futur. Oui. Le 26, il y a eu déjà des pousses qui sont partis ces dernières années, les 10 dernières ou 20 dernières années. Chaque fois, on ne fait que couper des subventions ou des subventions qui ne sont pas indexées. Donc, ça a des conséquences sur le fonctionnement réel. Plusieurs subventions ou la dotation même envers les communes ne sont pas indexées depuis 2020. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 10 millions d'euros que la commune n'a pas obtenu du fait que cette dotation n'a pas été indexée. Ça, c'est une chose. Pour les 26 contrats concernés, ça a des conséquences parce qu'aujourd'hui, nous savons dans des communes comme Molenbeek ou Anderlecht ou d'autres communes à Bruxelles, partout d'ailleurs à Bruxelles, il y a la question de la drogue, les difficultés en lien des fusillades que nous avons traversées depuis presque maintenant 1 an, partout à Bruxelles, reste préoccupant. Comment voulez-vous que des maisons de quartier, je peux prendre l'exemple d'une maison de quartier à Evat, qui est à la frontière entre Anderlecht et Molenbeek, qui risque de fermer si cette subvention de la politique de la ville n'est pas prolongée. Aujourd'hui, il est urgent, vraiment urgent, qu'on puisse prolonger de manière structurelle cette subvention parce que ça fait du vrai boulot à Molenbeek et à Bruxelles parce qu'on en a besoin. Ça, c'est des choses. Maintenant, l'autre chose, il y a certains contrats au niveau de la culture. On veut vraiment que la criminalité ou la question en lien avec toutes les nuisances que ça provoque évolue. Si on coupe dans la culture, le monde de la culture est menacé, les associations en lien. Le sport, il y a 2 salles de sport qui sont concernés. C'est près de 25 000 personnes qui seront impactées directement si on perd ces subventions. Donc ça a des conséquences réelles sur nos communes comme Molenbeek. Alors d'une manière plus générale, Cécile Nieuwenhuis, est-ce que vous constatez justement, je dirais, une fragilisation du monde associatif liée à cette instabilité politique que l'on connaît ? Alors évidemment, parce qu'en fait, on voit bien que même à partir de la fin de la législature, en fait, les politiciens n'osent plus vraiment s'engager, les cabinets, les administrations. On est dans un fléau de l'appel à projet à court terme, ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations doivent jongler avec une complexité. On parle de la complexité institutionnelle. Ça a évidemment des conséquences sur une complexité de financement qui demande une sacrée ingénierie. Et comme on le disait, s'il y a bien un secteur dans lequel il faut pouvoir stabiliser les emplois et capitaliser sur l'expérience, je vous assure que de faire du travail de rue, je vous assure qu'être avec des personnes qui peuvent susceptiblement être violents parce qu'ils ont consommé, etc., ça demande une expertise vraiment très très importante. Et ces expertises, on ne peut pas se permettre d'avoir du turnover, des gens qui sont là 3 mois, des contrats précaires, etc. Il nous faut des gens solides face à des problèmes solides. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi par rapport à la question de l'emploi, nous, on passe quand même beaucoup de temps avec des gens qui rêveraient d'avoir un emploi. Je pense notamment aux familles monoparentales. On sait qu'il y a une possibilité, quand on dit qu'on veut atteindre 80% de taux d'emploi, en fait, ça concerne principalement les femmes. On a des quartiers avec des taux de couverture de crèches absolument dramatiques. On a quand même beaucoup de femmes qui restent du coup très très occupées par le travail familial et reproductif et qui aimeraient vraiment beaucoup être sur le marché de l'emploi. Donc j'aimerais qu'on ait un point d'attention important, de ne pas croire et de ne pas caricaturer avec des employeurs qui seraient très accueillants et des futurs employés qui auraient très envie de rester dans leur canapé. Je pense que c'est très important de le dire parce que nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est absolument pas ça. Et la dernière chose, parce que je pense qu'il faut partir sur des propositions, dans la situation actuelle, je pense que le gouvernement en affaires courantes devrait prendre plus de responsabilités. Moi, je pense qu'il faut prendre le pire scénario et se dire qu'on est peut-être parti là-dessus jusqu'à la fin de la législature et du coup prendre des mesures. Et une mesure pourrait être que, vu la précarité de la région bruxelloise, vu les mesures Arizona qui vont impacter la région bruxelloise, c'est un secret pour personne, on le sait bien, au moins d'avoir un moratoire sur les financements du social santé, sur les questions de pauvreté, que ça on ne touche pas, comme ça on peut au moins rester à troupe égale pour ce qu'on va se prendre dans la figure, si j'ose dire, pour la vague qui va arriver. Et donc ça, c'est une mesure qui pourrait être prise très 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 rapidement. Il y a des mesures simples, comme le disait le patron de Bruxéo l'autre jour. Aujourd'hui,
propose des coupures linéaires vu qu'il n'y a pas de vision. Et donc, c'est la même chose pour le service social et pour l'association de promotion du paddle à Tour et Taxi. Ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas d'avancer sans vision. Les Bruxellois ont des besoins, les quartiers ont des besoins. Je pense que M. Van Gottenau l'a bien expliqué dans le quartier où il vit, etc. Donc, je pense qu'il y a plus de choses à faire que ce qu'on fait maintenant, mais on est toujours dans l'attente d'un sursaut de quelque chose qui va se mettre. Moi, je pense que les politiciens doivent s'occuper de chercher des accords pour faire un gouvernement, mais en attendant, est-ce que le Parlement et ceux qui sont en affaires courantes, et peut-être des associations, des fédérations, etc., qui connaissent bien ces questions-là, peuvent aider à faire avancer la situation? Alors, vous parlez des politiciens, je me tourne vers vous, Marc-Jean. Moi, je serais tout à fait favorable à une telle initiative, et j'espère que le MR aussi, parce que c'est simplement la réalité sociale de la région bruxelloise qui l'impose. Ce n'est pas un choix politique, ça. Ça, c'est simplement être pragmatique. Une réaction, monsieur Van Gottenau? J'entends évidemment oui, il y a évidemment toute une série d'urgences au niveau social, mais on ne peut pas évidemment méconnaître d'autres demandes. Si demain vous dites par exemple au secteur de la culture qu'il est d'une importance secondaire, il ne va pas l'entendre de cette oreille. Le monde de l'enseignement, enfin voilà, il faut pouvoir aussi soutenir un minimum le secteur de la construction. On a parlé des enjeux de logement, donc c'est pas aussi simple que ça. Je comprends évidemment votre souci, mais malheureusement, les conséquences sociales on a parlé effectivement des crèches, je pense que c'est fondamental et je regrette qu'il y ait encore tellement de sociétés. On pourrait d'ailleurs créer des crèches où ça ne se fait pas. Et dans les communes comme la mienne, le taux de couverture reste évidemment horriblement bas. Et c'est vrai que c'est un élément d'autonomisation des femmes et qui est fondamental à nos yeux. Et donc oui, une approche sociale, mais une approche sociale qui ne soit pas non plus déconnectée du reste, parce que sinon, malheureusement, Bruxelles ne pourra pas se tirer du mauvais pas dans lequel il est. Or, l'objectif est tout de même, à un moment donné, pouvoir réactiver un processus qui ramène un peu de prospérité pour ne pas perdre notre temps et surtout notre argent à payer de la dette, de la dette et de la dette. Donc c'est aussi important de ne pas perdre ça de vue, parce qu'on pourrait dire oui, mais ces questions économiques sont en quelque sorte désincarnées, mais c'est aussi des moyens. Moi, je suis malade de voir ce que nous sommes obligés de payer aux banques, mois après mois, et qui pourraient être investis, oui, dans des secteurs. Nous aussi, avec les 12e provisoires, d'ailleurs. Alors, moi, oui, je voudrais juste répondre. C'est que je peux entendre, je ne dis pas qu'il faut financer à tout va sans réflexion, mais aujourd'hui, il y a une urgence qui se pointe à l'horizon. Aujourd'hui, si on ne rassure pas les communes, si on n'accompagne pas les communes pour prendre en charge, pour faire face, si on ne rassure pas l'associatif pour faire face à l'urgence qui se pointe à l'horizon, on va recevoir dans nos communes plus ou moins 2000 à 4000 personnes exclues du chômage. On va faire quoi? Aujourd'hui, même pour les CPAS, aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir faire face à la situation d'aujourd'hui. Si en plus de ça, il y a la limitation du chômage qui arrive, qui s'ajoute aussi les problèmes qui existent dans les CPS, c'est impossible. Et où les personnes qui ne seront pas accueillies et qui n'auront pas de possibilité d'aller vers les CPS vont se retrouver vers l'associatif. Et si l'associatif n'a pas les moyens, la moitié ici à Molenbeek, c'est 26 contrats qui sont menacés. Ça, c'est juste pour cette année. On sait que l'année prochaine, il y aura des subventions qui vont aussi s'arrêter. Et donc, ça, c'est une chose que moi, je pense aujourd'hui, comme il a été dit, que le Parlement d'aujourd'hui, le gouvernement provisoire aujourd'hui, doit pouvoir prendre ses responsabilités pour faire face à cette situation et financer. Et que le fédéral anticipe aussi. Quand on prend des mesures irréfléchies, on doit assumer et au moins accompagner aussi cette mesure-là. Aujourd'hui, les CPS sont en attente et pas d'orientation, on voit rien n'est clair, rien n'est envisagé. Alors, le temps passe très très vite. Encore peut-être une question, un tour de table. Quelle première décision concrète il faudrait prendre pour sortir Bruxelles de l'impasse, et surtout, qui doit faire le premier pas? Je commence avec vous, Marc-Jean. Le premier pas, ça c'est... Le Parti socialiste a dit qu'il était prêt à gouverner. Il est prêt à gouverner avec le MR. Il est prêt à gouverner avec les engagés. Du côté flamand, Groen a marqué son accord. Vorut a marqué son accord. Et le CDNV aussi. À ma connaissance, à ce stade-ci. Si demain, l'Open VLD, nous montons dans une majorité, on peut démarrer. Le VLD, c'est toujours le parti frère du MR.
Donc, est-ce que le MR ne peut pas convaincre l'Open-VLD? Voilà, on va savoir. Si c'était Voilà, si simple. voilà, c'est ça. Maintenant, j'entends que l'Open-VLD va refaire un tour de table en invitant 10 personnes autour de la table. La semaine passée, on a invité l'Open-VLD, il y avait 7 personnes autour de la table, il a dit on vient pas. C'est pas très cohérent tout ça. Donc c'est ça. Sortons. Alors ça va être très difficile après, parce qu'une fois que les gens sont d'accord de gouverner ensemble, on va déjà se battre sur. J'entends que l'Open-VLD veut toucher à la gratuité des abonnements, ou enfin 1 euro par mois par an pour les. Ça va rentrer dans les détails donc, du détail. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser faire. Voilà, donc, une réaction peut-être, M. Gaëtan Vagassone. Oui, il faut maintenant. Qui doit faire le premier pas finalement? Le premier pas, tout le monde Le a demi-pas. essayé de faire des premiers pas, mais certains étaient peut-être un peu plus, comment pourrais-je dire, un peu plus francs que d'autres. Moi, je pense que le MR, à l'été, et aussi récemment, a montré l'ampleur de sa bonne volonté, en prenant d'ailleurs chaque fois le risque de dire oui avant d'ailleurs d'avoir les assentiments des autres, parce que le bal des hypocrites, qui consiste à attendre la réponse d'une troisième partie pour émettre la sienne. Non, il faut jouer franc jeu. Et il faut apprendre aussi de temps en temps à dire oui à des choses qui ne représentent pas la quintessence de ce qu'on souhaite, mais aujourd'hui la situation impose cette capacité de se réunir et de pouvoir tourner la page de ces soubresauts absolument épouvantables que nous avons connus maintenant depuis 1 an, qui n'ont amené finalement qu'à cette situation de désarroi qui pèse tellement sur l'avenir de Bruxelles. Oumar Diallo, rapidement. Moi, je pense qu'ici, il est clair qu'il faut aller... je pense qu'il faut aller vers la formation d'un gouvernement, mais je tiens aussi à signaler, si c'est pour aller former un gouvernement qui va imposer l'austérité à Bruxelles et couper au niveau du pouvoir public ou l'associatif, ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, la crise, moi je ne vois pas que le plan, en tout cas les informations qu'on a, ne pourra qu'imposer une austérité, que ça, on n'en veut pas. Moi, je pense qu'on a un Parlement qui, pour moi, est une maison du peuple, quelque part. On a des acteurs sur le terrain qui écrivent des cartes blanches, qui demandent que ça bouge. Moi, je me demande s'il ne faut pas être créatif et réfléchir à une manière de pouvoir continuer à avancer, construire une vision, avancer, nourrir la question du budget. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est le Parlement qui doit sonner tirer la sonnette d'alarme en disant maintenant, ça suffit, continuez à discuter entre vous, mais nous, en attendant, il faut qu'on bosse et il faut qu'on avance. J'aimerais bien entendre cette préoccupation pour la région et pour les gens qui vivent dans nos rues et dans nos quartiers de la part du Parlement. Il y en a qui le font de manière individuelle, mais une parole collective, en fait, et de faire un appel, comme je le dis, à tous ces acteurs qui, aujourd'hui, sont pendus toujours à demander de pouvoir avancer et qui sont prêts à mettre leur énergie et leur expertise à contribution. Voilà, merci donc à tous nos invités pour leur éclairage et pour ce débat parfois vif mais toujours constructif. Merci pour ces échanges tendus mais essentiels, et ce débat aura montré tout de même une chose, c'est que le blocage institutionnel à Bruxelles n'est pas un sujet abstrait, des conséquences très concrètes sur l'économie, la gouvernance et surtout la vie quotidienne de milliers de Bruxelloises et de Bruxellois. Reste à savoir si les volontés politiques vont suffire à dépasser certaines logiques partisanes, car si tout le monde reconnaît l'urgence, il faut maintenant des actes. Et comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un un jour devra faire en tout cas le premier pas. Merci à vous pour votre fidélité. L'émission Casse sur table est à écouter, réécouter en podcast sur notre site arabelle.fm et sur toutes les plateformes de streaming. Merci messieurs, dames d'avoir été avec nous. merci à vous. Merci. Merci. Et c'est ainsi qu'on referme votre Casse sur table. À la semaine prochaine.